Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va parler de Hollywood. Donc, on continue la grande histoire du cinéma. Et la vidéo d'aujourd'hui, ce sera donc sur Hollywood et voilà, les débuts d'Hollywood, quoi. Donc, je vais tout vous expliquer pourquoi les gens choisissent Hollywood, pourquoi pas un autre endroit, comment est-ce que les premiers producteurs sont venus, pourquoi, comment... voilà, je vais tout vous répondre dans cette vidéo. Donc si vous voulez tout savoir sur Hollywood, regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Et pour les nouveaux sur la chaîne qui tombaient sur cette vidéo, et donc bienvenue sur Boita, la chaîne qui vous parle du 7e art, d'audiovisuel en général. Donc voilà, à travers cette chaîne, je vous présente des films et des séries, je vous partage mes courts-métrages, et puis bien sûr on discute de l'actualité du cinéma. Et donc maintenant que j'ai dit tout ça, on va pouvoir commencer avec la fabuleuse histoire d'Hollywood. Donc alors, on va remonter jusqu'en 1903, enfin même un petit peu avant, parce que ça c'est une date qui se passe un petit peu après. Enfin bon, on va remonter donc avant 1900, voilà, aux alentours de 1900. Donc à quelques kilomètres de Los Angeles, il y avait un ranch. Voilà, un petit ranch avec des parcelles de terre autour et qui s'appelait Hollywood, le ou sacré. Voilà, donc il s'appelait comme ça. Et le propriétaire de ce ranch décide de vendre ses parcelles, de découper ses parcelles de terre et de les vendre. Voilà, pas très cher, mais enfin il les vend. En 1903, il va y avoir des petites habitations qui vont se créer. Et donc, en 1903, Hollywood devient une ville qui compte, en 1903, donc 700 habitants. Hollywood est devenue une ville, c'est bien, mais pour l'instant, il n'y a pas de producteur de cinéma, il n'y a pas le cinéma encore qui y est installé. Donc, pourquoi est-ce qu'ils vont choisir cet endroit Hollywood? Pour 3 raisons. Donc tout d'abord, il fait chaud toute l'année. Ensuite, il y a de la main-d'œuvre qui n'est pas chère. Et enfin, il y a le Trust Edison. Donc je vais revenir sur ces 3 choses. Tout d'abord, il y a Charlie Chaplin qui va vouloir, parce qu'avant il était à Chicago, et il va vouloir changer de ville. Il va vouloir donc changer de ville parce que Chicago en fait il fait froid en hiver, donc voilà, c'est pas très pratique pour les tournages en extérieur et tout. Et donc d'habitude en hiver les films se tournent en Floride, là où il fait beaucoup plus chaud, et donc c'est beaucoup plus... Voilà, beaucoup mieux, quoi. Mais le problème de la Floride, c'est que, il y a des étés caniculaires, et donc, voilà, c'est pas très pratique l'été, quoi. C'est bien l'hiver, mais pas l'été. Chicago, c'est l'inverse. C'est bien l'été, mais pas l'hiver. Donc, Charlie Chaplin va remarquer que, en fait, à Los Angeles, donc dans la côte californienne, il y a 350 jours de soleil par an. Donc voilà, il y fait très beau, très chaud et toute l'année. Donc c'est pour ça qu'il va vouloir aller voyager jusque à Hollywood, enfin voilà, Los Angeles, Hollywood. Donc à Los Angeles et à Hollywood, il y a de la main-d'œuvre abondante et pas chère. Pourquoi? Tout simplement parce que Los Angeles c'était un ancien pueblo mexicain qui est devenu américain en 1850. Donc voilà, il y reste encore notamment des Indiens, entre autres bien sûr, et ils n'ont pas du tout de syndicat, de tout ça, donc c'est pas du tout cher. Donc voilà, la main d'œuvre pas chère. Et maintenant il y a le Trust Edison. Donc Edison, d'ailleurs j'en avais déjà parlé dans une vidéo, il va inventer non pas le cinématographe, parce que c'est les frères Lumière qui l'ont inventé, mais le système de grille de particules, de pellicules à deux trous, enfin deux paires de trous pour chaque pellicule, et donc il va inventer cette technique. Il va breveter cette technique, et du coup il faudra payer ce brevet et tout. Et donc j'en ai déjà parlé dans une vidéo, donc n'hésitez pas à aller la voir, elle est juste là. Edison va envoyer des détectives pour bien vérifier que ceux qui ont payé le brevet utilisent bien ces pellicules, mais surtout que ceux qui ne l'ont pas payé n'utilisent pas les pellicules d'Edison, qui s'appellent les Eastman. Et donc, s'ils n'ont pas acheté le brevet et qu'ils utilisent ces pellicules, Edison va
recourir à des moyens légaux, donc par exemple devant les tribunaux, et des moyens un petit peu moins légaux. Il va faire couler les films qui utilisent ça, il va détruire les films, enfin voilà, il va faire que ça se passe mal quoi. Bien que rien n'ait été prouvé, mais enfin bon. Voilà. En 1910, en fait, les productions en ont marre d'Edison et de ses enquêteurs privés là, et donc ils décident de fuir Edison et de s'installer à Hollywood. Parce que Edison, je crois qu'il est vers New York, un truc comme ça. Peut-être Chicago, non, à mon avis plus New York, enfin voilà, dans la côte est. Et donc justement, en 1910, ils vont créer des compagnies, notamment la Fox, la MGM et la Warner Bros. Ça va être des gros majors qui vont s'installer à Hollywood, et donc pour l'instant ils créent juste les compagnies, pour l'instant ça ne marche pas encore vraiment bien, enfin voilà, c'est pas encore très connu et tout, la Fox et tout, mais ça va le devenir après. Ah, et aussi, un autre avantage d'Hollywood, ce sont les décors naturels qui sont sublimes. Donc par exemple, on connaît les montagnes, notamment avec le Grand Canyon. Bon, c'est pas vraiment à Los Angeles, Hollywood, c'est plus du côté de Las Vegas. Mais voilà, c'est dans la région, quoi. Donc voilà, il y a des montagnes, il y a la mer, il y a de la forêt, du désert. Enfin, il y a pas mal de paysages très variés et très beaux. Donc, alors maintenant je vais vous parler un petit peu des premières à Hollywood. Donc en fait le réalisateur Francis Boggs, c'est lui qui va tourner en premier des parties de son film Monte Cristo. Voilà. Ensuite, en 1909, il va y avoir le premier studio à Hollywood qui va s'installer. Et en 1914 va sortir The Squaw Man, qui est signé Cecil DeMille. Et c'est donc le premier long métrage entièrement réalisé à Hollywood. Donc, autre date importante, en 1927, il va se créer l'Académie des Arts et des Sciences du Cinéma. Bon, alors, qu'est-ce que c'est que cette Académie des Arts et des Sciences du Cinéma? Bon, c'est un nom un peu barbare, mais en fait, vous le connaissez tous, c'est l'Académie qui va décerner les Oscars. Voilà, on connaît, en fait, on connaît pas ce nom vraiment, mais on connaît les Oscars, donc voilà. Donc, il va aussi y avoir en 1927 un véritable tremblement de terre dans le monde du cinéma, à savoir, l'avènement du parlant, le cinéma parlant qui va, notamment avec le premier film, le chanteur de jazz, qui va mettre fin tout bonnement aux comédies burlesques, notamment avec Charlie Chaplin, Buster Keaton aussi, avec Harold Lloyd, et aussi avec Laurel et Hardy. Donc, maintenant je vais vous parler de l'âge d'or des studios à Hollywood. Donc, en 1931, il va y avoir une baisse de la fréquentation des salles, parce que tout simplement il y a le chômage, enfin voilà, il y a des crises et tout. Il n'y a pas, c'est juste après la crise de 1929 d'ailleurs, c'est juste après la crise et tout, donc voilà, notamment aussi il y a du chômage pour les artistes sont au chômage, et il y a aussi les premiers syndicats d'acteurs et de scénaristes qui vont se créer. En réaction à la création des syndicats, les majors vont mettre en place donc le studio system. Ils vont diviser le travail, que ce soit plus facile en fait pour à propos des syndicats, voilà. Ils créent énormément de nouveaux postes. Par exemple, pour la MGM, en 1927, ils ont produit 45 films et il fallait seulement 7 producteurs pour produire tous ces films. Alors que en 1941, il en fallait 40 pour en produire 48. Donc ensuite les majors vont se répartir un petit peu le type de programme qu'ils vont créer. Enfin bon, c'est pas forcément fait exprès, mais ils vont se répartir un petit peu ce qu'ils vont créer. Donc par exemple les séries A vont être produits par les Big Five, ce qu'on appelle les Big Five, à savoir la Fox, la Paramount, la MGM, la RKO et la Warner Bros. Les séries A, ce sont des longs métrages importants, j'ai pas trouvé exactement la définition, mais c'est des longs métrages plus importants en tout cas que les séries B. Les séries B, justement, on y vient, les séries B vont être produits par les Little Three,
avec mon accent anglais ce serait mieux, les Little Three, à savoir donc Columbia, Universal et United Artists. Et en fait les Little Three, elles se différencient des Big Five puisque en fait ils n'ont pas de salle de cinéma alors que toutes les autres possèdent des salles de cinéma où projeter leurs films. Et donc la définition des séries B, ce sont des longs métrages, hein, toujours, avec un petit budget et sans campagne de publicitaire. Elles étaient projetées en fait en première partie de projection, voilà, avant les programmes principaux, et bien elles étaient projetées. Voilà. En 1930, il va y avoir donc, on connaît bien, la montée du nazisme, ce qui va faire fuir d'Europe certains réalisateurs qui vont émigrer aux États-Unis et notamment à Hollywood. Donc vers la fin des années 30, il va y avoir le Technicolor qui va apparaître. Donc au début c'est le Technicolor Dichrome je crois, mais qui n'était pas très intéressant parce qu'il marchait pas vraiment très bien. Mais après, il va apparaître le Technicolor Trichrome, et là, ça va être beaucoup mieux, ça va être une réelle avancée. Donc voilà, en fait, pour ceux qui ne savent pas, le Technicolor, ça permet d'ajouter de la couleur au film. Voilà. Et donc, le Technicolor Trichrome, comme son nom l'indique, il a 3 couleurs, donc il va utiliser 3 pellicules avec des sensibilités différentes. Donc, il va y avoir une pellicule sensible au bleu, une au rouge et une au vert. Et donc ça va pouvoir, on va pouvoir recréer toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. C'est comme le principe des imprimantes, hein. Vous avez que 3 couleurs et vous pouvez imprimer toutes les couleurs que vous voulez. Mais donc, le problème avec le Technicolor, c'est qu'au début, eh bien, les studios sont un peu frileux. Ils pensent que c'est pas une grande avancée, puisque avant, il y avait d'autres, comme j'ai dit, le Technicolor Dichrome notamment, il y avait d'autres avancées qui permettaient de mettre un petit peu de couleur dans les images, mais c'était pas très performant, c'était pas très abouti, donc les studios, eh ben, ils sont un peu frileux au début de ce Technicolor. Mais Disney va quand même s'y intéresser et va réaliser avec le Technicolor le premier film d'animation en couleur de l'histoire, à savoir Blanche-Neige et les 7 nains. Non, pardon, je crois qu'il y en avait un autre avant. Mais enfin bon, c'est le premier gros film d'animation en couleur. Et donc Disney va demander l'exclusivité de ce Technicolor, donc pendant 3 ans je crois, mais finalement comme les autres studios s'y intéressent et veulent à tout prix l'avoir, eh bien ça va descendre à 1 an il me semble. Enfin voilà. On va pas parler des studios d'animation, des studios Disney, puisque j'en parle dans une autre vidéo qui sortira prochainement, ou qui est peut-être déjà sortie, je ne sais pas. Et donc ensuite, il va y avoir de la couleur au cinéma, notamment avec Le Magicien d'Oz, qui est le premier film en couleur de l'histoire. Et Autant en emporte le vent va aussi être un triomphe, puisqu'il est en couleur aussi. La crise a aussi incité les majors à produire des films beaucoup moins coûteux que ceux qu'ils avaient l'habitude de produire, notamment Le Magicien d'Oz qui a coûté beaucoup moins cher, de Victor Fleming, qui est sorti en 1939. Et les projets ambitieux en fait ne vont pas vraiment être produits, puisqu'il y a une lourdeur du système. La lourdeur du système commence à se faire sentir. C'est sûr que 40 producteurs pour produire 48 films, c'est beaucoup. La répartition du travail, la répartition des tâches, au final, c'est pas forcément une si bonne chose que ça. Et donc voilà, il va y avoir des producteurs qui vont vouloir sortir des gros studios, des majors, pour avoir plus voilà, de flexibilité, enfin voilà. C'est notamment le cas de Sam Goldwyn, qui va quitter la MGM pour créer sa propre société de production, et il va notamment produire avec sa société Autant en emporte le vent, de Victor Fleming, donc qui est sorti en 1939. Autant en emporte le vent, ça a été un véritable succès, il a eu 10 Oscars, hein. À l'approche de la Seconde Guerre mondiale, hein, on est maintenant vers 1940, Charlie Chaplin notamment, il y en a d'autres sûrement, mais lui en particulier va dénoncer la montée du nazisme
avec le dictateur en 1940, mais aussi les conditions de travail des ouvriers avec les temps modernes en 1936, un petit peu plus tôt. Et donc ensuite on va rentrer dans la Seconde Guerre mondiale, et là ça va vraiment bouleverser tout le milieu du cinéma. Il va y avoir des films de propagande qui vont être produits, et voilà, et ça va être un grand choc, et pas que dans le cinéma d'ailleurs, hein, voilà, un choc pour tout le monde entier. Voilà. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, cette présentation de Hollywood, les débuts d'Hollywood. Hein. On va pas revenir jusqu'à nos jours, hein, mais voilà. C'était juste une première partie sur Hollywood. Peut-être que je ferai une deuxième partie, parce qu'après, il y aura voilà, d'autres choses intéressantes à dire sur Hollywood. J'espère que vous aurez appris des choses, j'espère que ça vous aura plu. Et nous, on se retrouve quand demain, vendredi, pour, eh bien, ce sera le tour des courts-métrages. Voilà, donc demain, vendredi, 18 h, ne ratez pas ce rendez-vous, je vous y attends. Allez, maintenant, si vous aimez le cinéma et l'audiovisuel, voilà, et que le 7e art vous passionne, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fera très plaisir. Et si vous voulez aussi regarder d'autres vidéos, n'hésitez pas à aller regarder les vidéos suggérées ou ma dernière vidéo. Et moi je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo.